j'aimerais qu'on parle d'un sujet qui touche 99% de la population. Plusieurs personnes se posent la question pourquoi qu'est-ce qu'il y a autant de pauvreté? Pourquoi est-ce qu'on parle des salariés pauvres? On a des personnes qui travaillent, bien qu'elles travaillent, mais elles soient toujours pauvres. Et qu'est-ce qui explique qu'une minorité de personnes, c'est-à-dire qu'on la détienne comme ça 99% de la richesse mondiale? Donc j'aimerais parler du sujet des inégalités sur le plan salarial et des inégalités sur le plan du patrimoine. Oui. Pendant que les gens sont de plus en plus pauvres, tu as une petite minorité qui est de plus en plus riche, qui amasse comme ça des patrimoines. Je vais développer ça ici. Qu'est-ce qui explique cela? Comment est-ce que ça a commencé? Est-ce que nous sommes tous programmés pour mourir pauvres? Est-ce que c'est une idéologie qui a été mise en place, une stratégie qui a été mise en place, afin qu'une petite minorité détienne la richesse mondiale et afin que la grosse majorité soit programmée à mourir pauvre? Et je voudrais que là-dedans, qu'on essaie aussi de définir c'est quoi la pauvreté. Est-ce que cette pauvreté est programmée? Et j'aimerais qu'on parle aussi d'appauvrissement. Et quel est le rôle que le gouvernement, que nos différents gouvernements jouent? Et quand je parle ici, je parle sur le plan mondial. Maintenant, si on va ramener sur le plan de l'Afrique et qu'on ramène ça sur le plan des différents pays d'Afrique, vous allez comprendre pourquoi il est crucial et important que chacun d'entre nous puissions construire et bâtir notre richesse. Que la richesse telle qu'on nous donne là, elle n'est pas faite pour tout le monde. En tout cas, si certains d'entre vous attendez que c'est vos différents gouvernements ou que ce soit vos dirigeants politiques qui fassent en sorte que vous deveniez riches, cela ne va pas se faire. Il y a déjà un ordre qui est établi. Pour pouvoir le faire, il va falloir venir bousculer l'ordre établi. Il va falloir venir se faire violence pour pouvoir prendre sa part de gâteau. Le gâteau est énorme, mais une petite minorité qui s'est arrangée à manger, c'est-à-dire que la plus grosse part des gâteaux, et laisser les autres des miettes. C'est ce que je vais devoir développer ici, pour te faire comprendre. Est-ce qu'il y a une possibilité de pouvoir aussi sortir de cette pauvreté-là? Oui, c'est ce que je vais devoir détailler ici. Je vais te demander de suivre attentivement cette vidéo, afin que tu puisses sortir, de ce piège qui nous est tendu, afin que tu puisses aujourd'hui aussi créer ton patrimoine, créer de la richesse, laisser une richesse générationnelle aux enfants de tes enfants. Parce que tout ce qui est là, ou tout ce qu'on subit aujourd'hui, c'est une programmation qui date de plusieurs décennies, sur lequel ce petit groupuscule détient la formule et fait justement travailler la masse afin de continuer à perpétuer leur fortune de génération en génération. Donc, avant d'aller plus loin, je vais te demander déjà de faire ça, de mettre le pouce. Parce que cette vidéo est très capitale. C'est des informations que tu ne pourras pas avoir nulle part ailleurs. Parce que ici, je viens t'apprendre à apprendre, à désapprendre et à réapprendre à nouveau. Parce que si tu attends à avoir des informations comme ça sur les médias mainstream, tu perds ton temps. Parce que ce sont ces mêmes personnes qui détiennent les médias. Et qu'aujourd'hui, ils nous donnent ce qu'ils veulent qu'on entende. Donc, avant d'aller plus loin, permets-moi de me présenter. Bonjour, bienvenue sur la chaîne. Si tu me découvres pour la première fois, je m'appelle Thierry Toko. Donc, sur cette chaîne, je parle d'agriculture, je parle d'élevage, je parle d'entrepreneuriat, je parle d'investissement. Le but de la chaîne, en fait, de valoriser et vulgariser nos produits africains. C'est créer la chaîne, en fait, de partager mes astuces et techniques, de partager mon mindset. En fait, t'aider dans tes réalisations, soit dans tes futures réalisations. Donc, si les thématiques qui te parlent, n'hésite pas à t'abonner en appuyant sur le petit bouton rouge, en validant la cloche, afin de ne pas manquer plusieurs vidéos que je diffuse sur la chaîne en fin de t'aider. Donc, sans plus tarder, je vais me lancer dans le vif du sujet. Donc, avant d'expliquer, c'est-à-dire que voilà, comment est-ce qu'on peut faire pour pouvoir aussi, générer des ressources, pour pouvoir, être riche. Comme j'ai coutume à te dire ici, que la richesse, ce n'est pas,
la possession de billets de banque. Ce n'est pas le fait d'avoir des billets de banque, mais c'est ce que tu fais avec ces billets de banque. Donc, quelle est la stratégie que les autres ont mis en place? Pourquoi aujourd'hui on dit que c'est 3% de la population qui détient au moins comme ça 95% de la richesse mondiale? Pourquoi tu as dit que ça existe? Pourquoi est-ce qu'on a autant de personnes de crise sociale? Pourquoi est-ce qu'on parle d'inflation? Pourquoi est-ce qu'on parle de crise économique? Pourquoi est-ce qu'on parle de pauvreté en fait? Donc je vais devoir aller définir la pauvreté ici. On parle de pauvreté. Lorsqu'on parle de pauvreté, on parle des conditions de vie sociale des personnes, c'est-à-dire que des conditions de vie sociale, de reproduction, c'est-à-dire que des individus. Donc la pauvreté ici, il s'agit de pauvreté quand on parle des conditions de vie sociale des personnes, hein, sur le plan, c'est-à-dire que de la reproduction. Donc tu es pauvre parce que tu n'as pas d'argent, parce que tu ne peux pas, tu n'as pas de quoi manger, parce que tu ne peux pas produire, tu n'es pas productif. Tu n'as pas de quoi payer ton loyer, tu n'as pas de quoi payer tes vêtements. Tu as faim, quoi. Tu as faim. C'est là où on parle de pauvreté. Et l'appauvrissement ici, c'est quoi l'appauvrissement? L'appauvrissement aussi indique les conditions de vie, c'est-à-dire quoi là, des individus. L'appauvrissement ici indique les conditions de vie des individus. Donc tu vois aussi un système qui ne veut pas qu'il y ait autant de riches peut faire en sorte que peut rendre les conditions de vie des individus difficiles. Si on prend l'exemple chez nous, c'est-à-dire qu'en Afrique, ce n'est pas pour rien qu'on se plaint à chaque fois de manque d'infrastructures. Manque d'infrastructures de qualité. Il n'y a pas d'infrastructures, il n'y a pas de routes, il n'y a pas des hôpitaux, il n'y a pas d'énergie, il n'y a pas d'électricité, il n'y a pas d'eau, il n'y a pas de santé de bonne qualité. L'éducation n'est pas de qualité. On n'a pas des écoles. Nous n'avons pas les industries. On ne produit pas, voilà. Nous ne produisons pas assez. Nous ne produisons pas ce que nous consommons. On n'a pas des industries agroalimentaires de transformation. Tu vois, ça, c'est les systèmes, les mécanismes mis en place pour pouvoir appauvrir la population. Parce que si tu n'as pas toutes ces infrastructures-là, tu vois que là-haut, tu ne pourras pas produire. Et c'est ce qui va t'amener à être pauvre. Parce que tu es pauvre parce que tu ne produis pas. Parce que tu ne produis pas. Donc tu vois que c'est un mécanisme qui est pensé. Donc qu'est-ce qui peut donc créer les riches? Ou qu'est-ce qui crée les riches? Pourquoi est-ce que lorsqu'on parle des riches, quand on parle ici de riches, on parle ici des personnes qui ont des patrimoines, qui créent de la valeur. Quand on parle, tu as des riches qui sont les patrons des grandes entreprises, du CAC 40. Tu as les ultra riches qui possèdent les entreprises. Moi, je vais venir te faire comprendre ici que tout ça a été savamment pensé. Et lorsque tu suis l'actualité en ce moment, quand tu vois les conflits qui sont en ce moment sur le plan géopolitique, géoéconomique, géostratégique, tu comprends très bien que aujourd'hui, nous sommes dans une guerre économique, mais l'économie est détenue par qui? J'ai coutume à te dire que les États n'ont plus le contrôle sur leur souveraineté. Les États, quand je dis les États ici, l'ensemble des gouvernements, et puis encore chez nous, tel que dans nos pays d'Afrique, c'est les États ou c'est les politiques qui créent les riches. Tu entends des fois que lorsque la population se plaint, qu'elle est mal payée, ici en Occident ou ici en France, tu vas entendre que voilà, les gens sont payés au SMIC, que certains cadres sont payés, certains cadres touchent les 2500 euros, 3000 euros. Tu travailles comme ça pendant 15 ans, 20 ans, tu es payé au SMIC. Quand on dit que tu es mieux payé, on te dit 2500 euros. Et à côté, tu as un patron qui gagne 600 000 euros le mois. Tu as d'autres grands patrons qui gagnent 3 millions d'euros le mois. Qu'est-ce qui explique cela? Qu'est-ce qui explique? Mais l'explication qu'on va généralement donner, on va te donner l'explication comme quoi que ces grands patrons-là prennent le risque. C'est parce qu'ils prennent le risque qu'ils ont un grand salaire. Est-ce que tu crois à ça? Tu penses qu'ils prennent autant de risques?
Toi qui travailles à l'usine tous les jours pour pouvoir faire du chiffre. Toi qui travailles dans les bureaux pour pouvoir faire un service ou faire un produit. Tu penses que ton patron prend plus de risques que toi? Donc pour moi, ce que je vais devoir expliquer ici, il faudrait comprendre que tout ça, c'est des systèmes qui ont savamment été mis en place. Lorsqu'on va faire ça, l'État va te dire que l'État récompense, c'est-à-dire que par rapport à la méritocratie. Donc on donne des avantages comme ça à ces patrons parce que, oui, ils ont pris le risque de venir créer des entreprises, ils créent des emplois. Ils ont pris le risque, oui, de venir injecter leur argent. C'est pour ça que l'État les accompagne. C'est pour ça qu'ils donnent des gros salaires. Et en même temps, tu entendras parler que c'est de la méritocratie. Est-ce que tu penses vraiment, toi tu penses à la méritocratie? Je voudrais que tu mettes dans les commentaires, est-ce que tu crois à cette philosophie de méritocratie? Cette vidéo n'est pas une vidéo de pleurniche ou de lamentation. Je viens juste te faire comprendre comment le système fonctionne. Qu'aujourd'hui, si tu es là à penser à la méritocratie, à dire que oui, je suis allé à l'école, j'ai obtenu mes beaux diplômes, j'attends que le gouvernement me trouve une place à la fonction publique où je serai très bien payé. J'attends, une fois que j'ai eu mon poste, j'attends justement gravir les échelons, et avec ça, je vais gagner de l'argent, je vais pouvoir gagner beaucoup d'argent, je vais pouvoir construire un patrimoine, pouvoir laisser aux enfants de mes enfants. Tu ne pourras pas le faire. Tu ne pourras pas. Nous avons des professeurs agrégés, nous avons des docteurs, nous avons tous ces personnes, des bacs plus 5, des bacs plus 15. Pourquoi ces personnes-là aujourd'hui ne sont pas parmi les personnes qui gagnent les 600 000 € par mois? Parce que le système a été savamment pensé par une petite minorité de personnes. Donc c'est une philosophie où ils disent, j'ai dit inégalité de salaire et inégalité sur le patrimoine. Cette même philosophie, qui est la philosophie du libéralisme, du capitalisme. Oui, ils viennent aussi nous faire comprendre que la vie, que le progrès aussi est fait d'inégalités. Que la vie progresse parce qu'il y a les inégalités. C'est ça leur philosophie. Donc, ils doivent s'accaparer tout le gâteau au détriment de la grosse majorité. Et eux disent, oui, la vie est injuste. Il faut s'y faire. Et que le progrès aussi est fait d'inégalité. Et c'est dans cette philosophie-là où on se retrouve aujourd'hui avec des individus qui détiennent les capitaux, tous les capitaux. Aujourd'hui, c'est les multinationales qui détiennent tous les pans, je veux dire, qui détiennent tous les pans de l'économie. La finance, l'industrie, l'agroalimentaire, tu vois, toutes ces industries aéronautiques, c'est détenu par les particuliers. Les industries sur le plan du luxe, les Louis Vuitton, les Dolce Gabbana, les Dior, toutes ces marques-là, c'est détenu par les privés. Tu entends le CAC 40. Tu entends le CAC 40. La souveraineté alimentaire aujourd'hui, les dirigeants politiques, les dirigeants des différents gouvernements n'ont pas le contrôle. C'est pour ça que je dis à chaque fois ici que sur le plan de l'alimentation, tu as des multinationales sur le plan sur la fabrication des semences qui détiennent au moins 70% des semences mondiales. Donc quand une multinationale comme ça détient 70%, qu'est-ce que les différents gouvernements peuvent faire? Le pouvoir est aujourd'hui entre les mains de ces multinationales. L'alimentation est contrôlée par les grands groupes agro-industriels de la transformation. L'alimentation est contrôlée par les grands groupes agro-industriels de la distribution. Les États n'ont plus le contrôle. Donc quand c'est comme ça, les différents chefs d'État ne sont que les VAP. Et quand c'est comme ça, tu vois donc que ces entreprises-là, c'est des entreprises généralement qui ont commencé tout petit. C'est des entreprises familiales.
toutes les grandes entreprises que vous voyez aujourd'hui sont des entreprises familiales. Bien qu'elles soient dans le CAC 40, bien qu'elles soient cotées en bourse, c'est des entreprises qui sont familiales, qui ont commencé à être familiales. Et c'est pour ça que vous pouvez voir des richesses aujourd'hui qui ne font que se perpétuer. C'est pour ça que j'ai posé la question que est-ce que c'est de la méritocratie? Parce qu'aujourd'hui, vous avez des entreprises qui sont centenaires. Quand vous prenez le cas de JP Morgan sur la finance, c'est des entreprises qui sont centenaires. Vous prenez les Goldman Sachs. Quand vous prenez les entreprises de la famille Rothschild, quand vous prenez les entreprises, c'est-à-dire que vous prenez General Motors, vous prenez Ford, vous prenez Google, vous prenez toutes ces entreprises-là. C'est des entreprises qui sont à la base familiale. Donc tu vois que le père fondateur a créé l'entreprise et a fait fructifier l'entreprise. Lorsqu'il vient donner aux enfants, dis-moi l'effort que les enfants ont fait pour pouvoir bâtir la fortune. Les enfants viennent déjà prendre, que ce soit sur un matelas d'argent ou un matelas de patrimoine. Et c'est comme ça qu'ils font pour perpétuer de génération en génération leurs efforts, leurs richesses. Toi qui es salarié, dis-moi comment tu vas faire pour pouvoir aller compétir face à une famille telle que la famille Rothschild. Dis-moi comment tu vas faire pour pouvoir compétir face à la famille Renault. Dis-moi comment tu vas faire pour pouvoir aller compétir face à la famille Peugeot, à la famille Buick, à la famille, je vais dire, Audi, à la famille BMW, à la famille Mercedes, à la famille Ford, à la famille ici, Samsung, toutes ces grosses marques-là. Si on prend l'agroalimentaire, à Leclerc, à Auchan, à Carrefour, comment tu vas faire pour compétir? Donc l'État, c'est l'État qui a conçu donc ces géants-là. Lorsque l'État construit ces géants, l'État part avec l'intention de se dire, il construit ces capitaines d'industrie, afin que ces capitaines d'industrie viennent créer de la richesse et redistribuer la richesse vers le bas pour qu'il y ait ruissellement. Mais est-ce que vous voyez le ruissellement? Lorsque l'État, donc, eux, ils bénéficient des subventions. Lorsque un industriel dit, je veux venir créer une industrie qui va embaucher, par exemple, 2000 personnes, l'État subventionne. L'État donne les aides. L'État, sur le plan de la fiscalité, assouplit la fiscalité. Maintenant, l'industriel vient s'installer, fait du profit, embauche les personnes, va payer les personnes au SMIC, les personnes vont travailler. Cette industrie va faire que des milliards d'euros. L'industriel, ayant des bons conseils, saura comment faire pour optimiser ses bénéfices, va continuer à faire du profit, va diversifier ses investissements, va diversifier ses actifs. L'industriel, lui, il a cet avantage que sur le plan de la fiscalité, il saura comment défiscaliser. Il va aller investir, par exemple, sur le patrimoine, les patrimoines immobiliers, sur les biens anciens, où on sait que là-dedans, c'est encore beaucoup plus défiscalisé. Il va pouvoir aller investir sur, ici en France, sur les tableaux, va acheter des tableaux, les grands tableaux de grands peintres, où là-dedans encore, on ne paye pas les taxes. C'est comme ça qu'il fait pour pouvoir amasser et stocker, ses dividendes. Va aller encore réinvestir, en bourse, pour continuer encore à multiplier ses dividendes. Et là derrière, les salariés qui ont contribué massivement à pouvoir générer ces richesses-là, ont zéro augmentation. Le ruissellement qu'on avait expliqué que ça va ruisseler, ça ne ruisselle pas. Les riches ne font pas ruisseler, les riches ne font que stocker par les différentes optimisations. Je ne sais pas si tu comprends. Donc tu comprends que si tu as la position de salarié, tu es condamné à mourir pauvre. Si ton grand-père était salarié, il est forcément mort pauvre. Si ton père était salarié, il va mourir pauvre. Toi, tu viendras comme ça te perpétuer la même chose. Et avant, dans les années 40, les années 30,
on travaillait de père en fils dans la même entreprise. Dans les années 30, les années glorieuses ici en Europe, ou aussi en France, quand le père travaillait chez Renault, il travaillait jusqu'à la retraite et son fils venait le remplacer. Et c'est comme ça qu'on a perpétué les générations de pauvres. Des générations de pauvres. Et c'est fait exprès. Ce patron-là, aujourd'hui, avec la mondialisation, avec la globalisation, lorsqu'il va faire le profit comme ça, s'il se sent menacé, si le gouvernement commence à mettre la pression, lui, il peut délocaliser. Il va délocaliser, aller implanter son usine, par exemple, en Chine, là où la main-d'œuvre est encore moins chère. Donc, vous voyez qu'aujourd'hui, il serait aberrant de parler de méritocratie. Moi, je vais plutôt parler ici d'héritocratie. Hein? Moi, je vais plutôt donner le nom de héritocratie. Donc, si tu n'es pas aujourd'hui en train de travailler, afin de pouvoir laisser un héritage conséquent aux enfants de tes enfants, il y a de fortes chances que tu meurs pauvre et que tes enfants derrière viennent travailler et meurent pauvres. Je peux répéter, tu dois aujourd'hui, moi je crois plutôt à l'héritocratie. Donc ces riches-là, leurs parents, leurs ancêtres ont travaillé pour qu'ils viennent retrouver ce matelas d'argent, pour qu'ils viennent perpétuer la richesse. Voilà Bernard Arnault qui est là. Bernard Arnault qui est le Français le plus riche. Il a quoi? Il a à peu près 70 ans. Il est dans les 70 ans. Quand il va vouloir aller en retraite, il est proche de la retraite. Il va faire quoi? Il va passer le témoin à l'un de ses enfants. Et c'est comme ça que les enfants vont continuer à perpétuer la richesse. Et à l'heure où je te parle, ces enfants sont déjà dans l'empire. LVMH, ces enfants sont déjà en train de gérer. Et il va laisser le témoin. Et c'est comme ça que les enfants, c'est-à-dire qu'ils vont continuer à perpétuer. Et les enfants de leurs enfants vont continuer à perpétuer. Pendant que toi, salarié, tu vas rester la pensée, à commencer à dire, j'attends que le gouvernement, c'est-à-dire que voilà, j'attends que le gouvernement arrange l'économie, j'attends que l'économie s'arrange, j'attends que mon patron augmente mon salaire. Tu ne pourras pas. Même s'il augmente ton salaire, je dis ici que le système fait exprès aussi d'appauvrir la population. Et chez nous, encore en Afrique, c'est grave parce que le système tel que fait exprès d'appauvrir la population en ne mettant pas les infrastructures. Donc, même si tu veux aujourd'hui aussi aller développer ton business, s'il n'y a pas les infrastructures, tu fais comment? S'il n'y a pas l'énergie, tu fais comment? Donc, c'est pour ça que stratégiquement, je te dis ici, qu'on peut contourner ça en allant se lancer dans le secteur agricole de façon stratégique. Ne viens pas ici dire que tu vas aussi faire comme les Occidentaux. Je t'ai déjà expliqué ça. Si tu veux faire comme les Occidentaux, eux, ils ont déjà le game. Ils contrôlent le game. Ils ont déjà verrouillé que tous les issues. Parce que ces grands patrons-là, ou ces grandes familles, ces grandes richesses, ce n'est pas pour rien que dans un pays comme la France, tu entends parler du MEDEF. L'organisme où les patrons des patrons sont dedans. Tu entends parler du MEDEF. Donc là-dedans, ils ont leur lobbying qui viennent protéger leurs intérêts. Protéger leurs intérêts. Pour que leurs richesses continuent à se multiplier. Comment tu peux expliquer qu'en temps de crise, et nous avons connu des crises, tu as vu la crise de Subprime en 2008. Qu'est-ce qui a occasionné ça? Qu'est-ce qui a occasionné la crise de Subprime? C'est la finance. La finance en octroyant les crédits, les mauvais crédits, les crédits pourris. Eux, ils savaient très bien que ces crédits n'étaient pas de qualité. Mais ils ont vendu ces crédits-là à la population. La population est allée consommer. Mais eux, ils savaient que derrière, cette bulle allait exploser. Mais avant que la bulle n'explose, ils ont vendu leurs actions. Ils ont induit beaucoup de gouvernements en erreur. Regarde les États-Unis. Les États-Unis, tout le monde était en faillite. Les villes étaient en faillite. Les institutions étaient en faillite. Pour te faire comprendre que les États n'ont le contrôle sur rien. Que tous ces agences de notation qu'on donne là,
c'est du trompe-œil. Il y a de la corruption. Comment ces agences-là peuvent nous expliquer qu'ils n'ont pas vu ça? Tu as vu l'affaire Madoff. Madoff qui a floué, c'est-à-dire à ses investisseurs, plus de 3 milliards de dollars. 3 milliards de dollars. L'agence de régulation n'a rien vu. L'agence de régulation n'a rien vu. 3 milliards de dollars. Donc c'est pour te dire que nous sommes dans un système où les États ont perdu le contrôle. C'est les États qui devaient réguler tout ça, mais aujourd'hui le système est entre les mains de la finance. Le système est entre les mains des grands groupes agro-industriels. Et que les informations qu'ils nous donnent, c'est les informations qu'ils veulent qu'on comprenne. Tu as vu aujourd'hui comment ils véhiculent les informations. Ces mêmes grands dirigeants, ce sont eux qui ont les organismes de presse. Ce sont eux qui contrôlent les médias. Ils ont la télévision, ils ont la presse écrite, ils ont la presse, ils ont tous les médias. Ils ont la télévision. Et là-dedans, ils véhiculent leur idéologie. Les chiffres qu'on nous donne, c'est des chiffres qui sont tronqués. Comment tu peux expliquer qu'un pays comme la Grèce tombe en faillite? Un pays comme la Grèce tombe en faillite. Alors qu'avant que la Grèce n'intègre l'Union européenne, il y a eu que des audits. Les agences de notation ont donné un triple A. Et quelques temps après, on vient nous faire comprendre que la Grèce est un pays qui est mal gouverné, c'est un pays où il y a la corruption, c'est un pays où l'économie n'a jamais décollé. Et la Grèce est tombée en faillite. Et quels sont ceux qui ont payé cette dette-là? C'est les contribuables encore européens. Et quels sont ceux qui ont payé la dette des subprimes? C'est les contribuables encore du monde, et surtout les Américains. Parce que le système, ils ont compris qu'ils sont tellement gros qu'on ne peut pas dire que les lâcher. On ne peut pas faire en sorte qu'ils tombent, ils soient en faillite. Parce que s'ils sont en faillite, c'est la crise mondiale. Tu as vu, c'est pour ça qu'il y a eu, lors de la crise des subprimes, tu as vu que c'est la Banque centrale américaine qui a pris les choses en main. C'est l'État américain qui a pris. Ils étaient obligés d'aller multiplier, faire la planche à billets pour colmater ça. Et au détriment de qui? Au détriment de la population américaine. Donc ce que je te dis là, c'est des enseignements que tu dois comprendre, que tu dois avoir. Qu'on ne doit pas te dire quoi. On ne va pas rester là, se dire, ah, je suis salarié. Non, tu ne pourras pas devenir riche avec le salaire. Tu ne pourras pas créer le patrimoine avec le salaire. Parce que tu vas me dire, mais Thierry, j'ai travaillé où je suis salarié. Je suis allé acheter ma résidence principale. C'est un patrimoine. Mais tu vois que même là-dessus, tu ne peux pas dire que tu es riche avec ça. Parce que le système, tel que c'est pensé, c'est justement, c'est-à-dire que la classe moyenne qui paye, qui trinque, c'est les pauvres qui payent tout. Parce que lorsque tu vas aller payer ta résidence principale, là-dessus, il y a quoi? On va te prélever les taxes. Lorsque tu achètes même déjà, il y a des taxes qu'on va prélever. Il y a la taxe d'habitation qu'on va prélever. Tu as que plusieurs taxes, la taxe foncière, tu as plusieurs taxes qu'on prélève. Et c'est ça qui enrichit, c'est ça qui a rempli les caisses de l'État. Et ils ont fait ce système pourquoi? Parce qu'ils savent que l'accession à la propriété, ça va flatter l'ego des pauvres. Parce que lorsque tu dis que j'ai ma maison, j'ai mon petit jardin, sur le plan social, ça flatte ton ego. Mais sur le plan de l'économie, c'est l'État qui se goinfre. Parce que tu payes les charges. Tu vas peut-être dire que non, je vais épargner ça, c'est-à-dire que ça va faire un patrimoine pour mes enfants. Lorsque tu vas vouloir vendre, c'est-à-dire que pour pouvoir céder à tes enfants, l'État prend au moins 50%. Tu peux dire non, avant que je ne meure, mes enfants, que je vais vendre pour que mes enfants profitent. Ce que tu vas vendre, l'État prend 50%. Et ce que tu vas donner à tes enfants, l'État va encore prélever tel qu'il ne coûte pas là-dedans. Je ne sais pas si tu comprends. Mais entre-temps, je t'ai donné le mécanisme comment les riches, ils font pour s'enrichir. L'État, lorsqu'ils viennent implanter des industries, ils sont exonérés de taxes, d'impôts. On leur a dit qu'accorde les aides pour pouvoir, c'est-à-dire que justement,
implémentés. Ils sont, c'est-à-dire que là encore, on les accorde encore des faveurs sur le plan fiscal. Tu as vu que lorsque, je vais dire, Macron est arrivé, Macron a supprimé l'ISF. L'impôt de solidarité sur la fortune, il a supprimé l'ISF. Alors que c'est l'ISF, on prélevait directement que sur les revenus des riches. Il a supprimé ça. Donc c'est un clin d'œil pour pouvoir attirer de plus en plus de riches. Et lorsque tu supprimes dans cet impôt, qui pouvait te permettre à faire le ruissellement vers le bas, à aller faire en sorte qu'on augmente même les salaires des SMICA, qu'on augmente les salaires des travailleurs. À quel moment la richesse ruisselle vers le bas? La richesse ne ruisselle pas vers le bas. La richesse reste toujours qu'au plus riche. Je te le dis pour que tu saches où tu dois être. Je te dis pour que tu ne restes pas là à te lamenter en pensant que ça va changer. Ça ne va pas changer. C'est un système qui est là. Et tu vois aujourd'hui, même avec les différents conflits que nous avons, tu vois le conflit entre l'Ukraine et la Russie, tu as vu, Donald Trump vient, il apporte un autre son de cloche. Quand Joe Biden était là, tu as vu que les médias avaient un autre discours. Eux, ils étaient là, ils disaient que non, on vient aider l'Ukraine. On vient aider l'Ukraine. Non, il n'y a pas d'aide, ce n'est pas une aide. Ils viennent gagner de l'argent. Et pas plus tard qu'hier, tu sais que Macron a été reçu par Donald Trump. Lors de l'entrevue de presse, Donald Trump, de façon décomplexée, il a dit. Donald Trump, lui, il a dit, que lui, il veut stopper cette guerre-là. Et que lui, il réclame 500 milliards de compensation en terres rares. Il n'a pas tourné autour du pot. Il a dit, lui, il veut 500 milliards. Et il veut que cette guerre s'arrête. Et il dit, c'est ça la compensation, parce que les États-Unis ont contribué à plus de 350 milliards de dollars. Lui, il veut 500 milliards. Donc, ce ne sont pas les aides. Et quand il expliquait ça, Macron a commencé à dire, bon, nous, on veut le truc, mais on veut qu'il y ait des accords gagnant-gagnant, parce que nous avons aidé. Donald Trump a fait ça, non. Vous n'avez pas aidé. Vous avez prêté de l'argent. Vous avez prêté de l'argent. Ce n'est pas des aides. Vous avez prêté. Donc, on voit que chacun vient réclamer ses intérêts. Et pourquoi Donald Trump veut les terres rares? Les terres rares, on sait que les terres rares sont utilisées pour l'industrie automobile, électrique. C'est utilisé dans l'aéronautique. C'est utilisé dans l'armement. C'est utilisé dans la technologie de la téléphonie. Et quelles sont les personnes qui détiennent ces compagnies-là? Tesla appartient à qui? Apple appartient à qui? Ford appartient à qui? Nvidia appartient à qui? Nvidia, la compagnie américaine qui fait dans les semi-conducteurs, ça appartient à qui? Ça appartient à des particuliers. Et tous ces particuliers sont les partenaires aujourd'hui de Donald Trump. Certains sont dans le gouvernement Trump, d'autres ont soutenu massivement avec la campagne de Trump. Donc vous voyez qu'aujourd'hui, ces compagnies ne sont pas détenues par les États, mais ils sont tellement puissants que les États sont aujourd'hui obligés, les dirigeants politiques sont obligés de les soutenir. Quand tu vois là en France, la compagnie Dassault, qui fabrique les fusils d'assaut, qui fabrique les chars, qui fabrique les avions, ça appartient à qui? Ça appartient à une famille, la famille Dassault. Ce n'est pas une société d'État. Donc vous voyez que lorsque les dirigeants politiques sont devant, ils viennent défendre les intérêts des particuliers, des investisseurs. Et les grands patrons qui sont payés à hauteur de 3 millions d'euros, ils ne sont pas là pour défendre les intérêts des salariés. Ils défendent les intérêts des actionnaires. C'est de ça qu'il s'agit, les gars. C'est de ça qu'il s'agit. C'est pour ça que je t'invite ici à penser autrement, à apprendre, à désapprendre, à réapprendre à nouveau, à venir que te lancer. Et quel est le pan maintenant qui peut facilement comme ça nous faire aussi laisser des richesses générationnelles? Pour moi, c'est le secteur de l'agriculture. Le secteur de l'agriculture. Parce qu'aujourd'hui, il faut que qu'on te dise la vérité. J'ai commencé à te disant que pour qu'on puisse avoir l'émergence, pour que nos pays puissent se développer, il faut l'appui de nos différents gouvernements.
Je t'ai expliqué comment ça fonctionne dans le monde. Il faut l'appui de nos différents gouvernements. Il faut qu'on ait des gouvernements libres, qu'on ait des personnes, c'est-à-dire voilà, conscientes, des personnes qui viennent œuvrer pour l'intérêt du pays, qu'on ait des patriotes, qu'on ait des visionnaires. Mais aujourd'hui, quand tu vois l'enjeu, est-ce que tu penses que nos dirigeants sont libres? La guerre est aujourd'hui sur les ressources des matières premières. Est-ce que toi, tu penses que tu peux venir aujourd'hui? Les autres ont des avances sur plus de 100 ans. Les autres ont des trésors de guerre. Ils ont le pouvoir militaire, ils ont le pouvoir technologique, ils ont le pouvoir scientifique. Ils ont que le pouvoir sur l'information, que sur la communication. Ils ont le pouvoir, ils contrôlent les satellites. Comment toi tu peux faire? Est-ce que ton État aujourd'hui, avec les différents accords qu'ils ont pu signer avec les autres puissances, est-ce qu'ils nous disent la vérité? C'est pour ça que nous sommes dans des pays pauvres, où des fois même les dirigeants font exprès de nous maintenir dans l'appauvrissement. Mais moi, de façon stratégique, je suis allé vers le secteur agricole. Et je n'ai pas choisi n'importe quelle culture. Et je n'ai pas choisi n'importe quel modèle agricole. Parce que j'ai compris aussi que ce n'est pas, c'est-à-dire qu'en exportant nos matières premières, qu'un pays s'enrichit. Un pays ne peut pas s'enrichir, ne peut pas se développer en exportant les matières premières brutes. Quand je parle de matières premières ici, je parle des mines. Quand tu exportes l'or, le diamant, le cobalt, l'uranium, le coltan, le zinc, le cuivre, l'étain, brut, tu ne peux pas t'enrichir avec ça. Quand tu exportes tes matières premières vivrières ou tes matières premières agricoles brutes, tu ne peux pas t'enrichir avec. Mais pour pouvoir, il faut transformer. Pour pouvoir transformer maintenant, il faut aussi détenir la technologie. Il faut détenir la science. Il faut être autonome sur le plan énergétique. Il faut avoir les infrastructures. Il faut avoir des personnes bien formées et qualifiées. Donc tu vois que si on ne veut pas te faire en sorte que la population soit riche, on peut maintenir cette population de façon exprès comme ça dans l'état d'appauvrissement. Dans l'état d'appauvrissement. Mais maintenant, en stratège, en visionnaire, comment est-ce que tu fais pour pouvoir sortir du lot? Tu fais comme moi j'ai pensé. Je suis allé faire dans les cultures que tu vois, le palmier à huile, le nyansan, le bitacola, le poivre. Le poivre, un hectare de poivrier, je te dis un hectare de poivrier, c'est 130 millions au minimum, 130 millions. Quand tu réussis, combien de personnes font dans le poivre? C'est des cultures, tu ne verras personne. Je suis allé vers là où personne ne va. Là où très peu de personnes vont. Donc imagine donc maintenant si tu parviens à mettre un hectare de poivrier, 130 millions. Je parle ici à toi qui es de la diaspora. Je parle à toi qui es en Afrique. Qu'est-ce que tu gagnes comme salaire? Est-ce que ton salaire en tant que, je ne sais pas, même au cadre d'ingénieur bac plus 150, est-ce que tu peux toucher 130 millions? Est-ce qu'en tant que salarié, tu es en sécurité? À tout moment, tu peux perdre ton travail. À tout moment, on peut te licencier. Et en ce moment, tu as dit que nous sommes en train de vivre ça. Parce que des fois, tu as dit que ce n'est pas parce que tu travailles mal. Les sociétés ferment aujourd'hui, crise énergétique. Tu as vu? Crise énergétique, on ferme. Crise sociale, parce que il y a inflation, l'économie ne va pas, on ferme, on te licencie. Crise, que sur la matière première, on te licencie. On a comme ça énormément de crises qui se font. Et c'est comme ça que tu peux perdre ton travail. Alors que si tu parviens à mettre un hectare de poivrier, je t'ai expliqué ici que ce n'est pas la superficie qui importe. Un hectare de poivrier. Et c'est une culture qui va sur plus de 80 ans. Quand tu as la formation, parce que oui, monsieur, avant tu pouvais dire que l'information, tu ne l'as pas. Oui, je sais aussi que la richesse, c'est l'information. C'est parce que nous n'avons pas l'information. Ce que je te dis là, tu n'as pas cette information. Tu es pauvre parce que tu n'as pas cette information. Donc si tu veux te décosser, aller vers le Gouta, des personnes qui sont en train de bâtir les fortunes,
tu peux te dire que t'approcher vers moi et je t'offre cette possibilité-là aujourd'hui par le biais de la formation. Regarde sur la description de cette vidéo-là. Tu prends le lien de la formation, tu vas te former et tu me lances il dit juste 1 hectare de poivrier. Tu peux même commencer avec demi-hectare parce que le plus important, c'est d'avoir la connaissance. Tu commences avec demi-hectare. C'est dans tes cordes. Tu peux le faire. Tu n'as pas besoin du gouvernement. Tu n'as pas besoin que le gouvernement te vienne en aide. Mais tu peux déjà commencer à bâtir ton patrimoine. De demi-hectare, tu peux passer à 1 hectare. De 1 hectare, tu peux passer à 2 hectares. De 2 hectares, tu peux passer à 3 hectares. C'est comme ça que tu bâtis ton patrimoine. Imagine que tu fais 1 hectare, 130 millions. Tu parviens à faire 2 hectares, ça fait combien? 260 millions. Dis-moi, avec 260 millions, tu penses que ta famille peut encore connaître la pauvreté? Parce que c'est une culture qui est générationnelle. Ça va sur plus de 80 ans. Sur plus de 80 ans. Tu penses que ta famille peut connaître la pauvreté? C'est comme ça que tu fais pour sortir de la pauvreté et sortir ta famille de la pauvreté. C'est stratégique. Lorsque tu parviens à faire un chiffre de 260 millions chaque année, tu sors ta famille de la pauvreté. Tes enfants viendront, c'est-à-dire aussi, lorsque tu seras en retraite, tes enfants viendront prendre ce matelas de capitaux. Parce que quand tu vas voir, tu vas pouvoir diversifier. Quand tu vas avoir comme ça 200, 300, tu vas commencer à chiffrer au milliard. Tu vas te diversifier dans l'immobilier. Tu vas créer d'autres industries. Tu vas créer des écoles. Tu vas te lancer, tu vas lancer comme ça plusieurs activités. Tu vas pouvoir et mettre aussi en bourse. Tu vas faire le même mécanisme que les 3% des riches font. Et lorsque tu vas commencer à peser, c'est-à-dire que sur le plan économique, à commencer à brasser les milliards, oui, le gouvernement va s'intéresser à toi. Les politiques vont commencer à s'intéresser à toi. Tu vas commencer aussi à pouvoir partager, mais cette fois-ci, ton idéologie, ta philosophie, comment tu penses les choses. Tu vas pouvoir aller créer des écoles, ou même du moins accompagner les écoles et partager ton idéologie. Parce que c'est comme ça que ces riches ont fait. Une fois ils ont eu les milliards, tout a commencé que par Rockefeller, par les Andrew Carnegie, par les JP Morgan, par les Frères Lumière, par Ford, par General Motors. Et aujourd'hui, que tous ces nouveaux riches que vous voyez aujourd'hui, les Elon Musk, les Mark Zuckerberg, comme les Bill Gates, vous voyez, ils financent les grandes écoles. Ils financent les grandes écoles, ils financent les universités, ils véhiculent leur idéologie. Lorsque ces étudiants-là finissent, ils sont embauchés dans leurs entreprises. Et c'est comme ça qu'ils font pour maintenir donc la masse dans cette précarité-là, et eux, ils continuent à se bouffer la part des gâteaux. C'est une idéologie, hein? Et tu te dois de comprendre ça. Si tu n'intègres pas ça, tu vas seulement te mettre là à pleurer, à chialer, ou à aller prier, à dire que tu attends le temps de Dieu. Non. Je continue à répéter. Les inégalités aussi font partie du progrès. Est-ce que c'est bien? Est-ce que ce n'est pas bien? Ça n'engage que toi. Eux, ils ont leur idéologie. Pour qu'eux, ils avancent, il faut qu'il y ait des inégalités. Pour qu'eux, ils avancent, il faut qu'il y ait des inégalités. Maintenant, si toi, tu ne veux pas faire partie du troupeau de moutons, à toi de réfléchir autrement. Tu peux faire dans le poivrier, tu peux aller dans le ginseng, tu peux aller investir dans le bitacola, tu peux aller investir dans le palmier à huile. Ici, je te parle des cultures pérennes. C'est pour ça que je t'ai parlé d'aller faire le manioc. Tu as vu, un visionnaire, c'est ça, un visionnaire ne suit pas la masse. Tu vas faire dans le manioc. Tu passes à la phase de transformation. Tu crées des produits dérivés. Et tu as de la plus-value. C'est pour ça que j'ai dit ici qu'on aille faire dans la production des protéines animales locales, la poule locale. Et la stratégie maintenant, tu vois, c'est la diversification. Diversification. C'est pour ça que tu m'entends te dire, je fais dans le palmier, je fais dans le ginseng, je fais dans le bitacola, je fais dans le poivre, je fais dans le pépé, je fais dans le rondin. La diversification des cultures. J'ai diversifié. Et quand on parle de diversification, on parle de plusieurs sources de revenus. Tu vois que si toi, aujourd'hui, tu n'es qu'avec le salaire,
si tu n'attends que ton salaire à la fin du mois, comment tu vas faire pour pouvoir créer la richesse? Comment? Comment tu vas faire pour pouvoir devenir riche? Parce qu'eux, ils ont tout calculé là-haut pour que la masse ne puisse pas devenir riche. Tu ne peux pas devenir riche avec le salaire. Comment tu vas faire? Parce que le salaire qu'on te donne déjà ne va pas te suffire. Il faut payer ton loyer. Il faut payer si tu as acheté une maison, il faut payer le crédit de la maison. Il faut payer les assurances. Il faut avoir la voiture. Il faut payer le crédit de la voiture. Il faut payer les assurances de la voiture. Tu as les enfants, il faut nourrir les enfants. Comment tu fais? Il faut se vêtir. Il y a des loisirs. Et après, il n'y a plus rien. Et comme c'est fait exprès, tu vas rentrer dans le crédit de la consommation. Et c'est comme ça que tu es pris dans l'engrenage. Tu vas tourner dans la cage comme une écureuil. Et tu fais du surplace. C'est fait exprès. À qui est-ce que je parle? À qui je parle? C'est fait exprès. C'est fait exprès. La meilleure façon de pouvoir sortir dans la spirale de pauvreté, c'est de créer le patrimoine, de pouvoir créer un héritage, de pouvoir donner aussi un avantage concurrentiel à tes enfants. Sinon, tes enfants viendront devenir plutôt des esclaves, viendront plutôt travailler pour les enfants des riches. Qu'est-ce que tu es en train de faire en ce moment pour que tes enfants ne connaissent pas les mêmes conditions que toi? Oui, au départ, tu as dit que la prise de risque est là, mais la prise de risque était toi d'abord. La prise de risque, c'est leurs ancêtres. Ceux qui ont des compagnies qui sont centenaires, c'est leurs ancêtres qui ont pris les risques au départ. Mais aujourd'hui, c'est quoi le risque? Ils capitalisent sur le risque que les ancêtres ont pris. C'est pour ça que je vous invite à prendre aussi le risque maintenant. Et moi, je minimise le risque en vous partageant cette connaissance, en vous partageant les étapes que moi j'ai pu traverser, en vous facilitant les choses. Oui, il va falloir se former. Oui, il va falloir payer la connaissance. Sinon, auquel cas, beaucoup d'entre nous seront seulement condamnés à la pauvreté. Et on sait que pour sortir de la pauvreté, il faut un minimum de 150 ans. 150 ans. Or qu'aujourd'hui, avec les cultures que j'ai partagées là, avec la stratégie que je viens de partager, en moins de 3 ans, tu sors de la pauvreté. En moins de 3 ans, tu sors de la pauvreté. Mais pour cela, ça va demander le travail. Oui, je ne suis pas en train de dire que facilement, non, ça va demander le travail. Ça va demander d'être visionnaire. Ça va demander que tu sois patient. Ça va demander que tu sois courageux. Ça va demander que tu sois discipliné. J'insiste sur la discipline parce que ça demande de la discipline. Tu as vu ces familles qui sont de plus en plus riches, c'est parce qu'il y a une discipline. Ils ne sont pas là à bousiller leur argent. Dès qu'on donne le salaire, tu vas aller acheter la grosse voiture, tu vas aller acheter la grosse maison, tu vas aller voyager, tu vas aller... Mais on te garde, c'est comme ça qu'on te garde dans l'état d'appauvrissement. Ils font exprès de te maintenir dans l'état d'appauvrissement, où tu seras à consommer. On te garde dans l'état, c'est-à-dire que de la dépendance de la jouissance, du profit. Tu veux c'est-à-dire que le profit, là. Non, ça demande d'être visionnaire. Et il y a du travail. Hein. Il y a du travail. Il y a du travail. Donc, voilà ce que je voulais partager. Tu vois qu'ici, à chaque fois, c'est un partage, c'est l'éducation. Tu vois, ça demande beaucoup d'éducation. Ça demande ici de la géostratégie, ça demande de la stratégie, ça demande ici même de la géopolitique, parce que les politiques jouent un rôle. Les politiques jouent un rôle. Donc, avec ce que je viens de partager, est-ce que tu crois donc à la méritocratie? Quand tu entends les dirigeants politiques dire « Ah ben oui, nous sommes pour la méritocratie », est-ce que tu crois à la méritocratie? Est-ce que tu cautionnes le fait que les patrons, les grands patrons, puissent avoir des salaires de 600 000 euros, de 300 000 euros par mois? Même quand des fois, ils font exprès même de faire, en sorte que la compagnie qui dirige soit en faillite. Parce qu'eux, ils ont tout calculé. Même quand la compagnie est en faillite, vous entendez qu'ils ont eu des parachutes dorés. Ils ont eu des souliers d'or à hauteur des millions. Donc, eux, ils ne perdent jamais. C'est toujours les employés qui trinquent. C'est toujours l'État qui trinque, parce que c'est l'État qui va faire payer ces pertes-là à la population à travers les taxes, à travers les impôts. Est-ce que vous croyez à cela? Moi, je ne crois pas du tout. Je ne crois pas. Moi, je crois de plus en plus à l'héritage.
à l'héritocratie. Moi, je crois à l'héritocratie. C'est pour ça que je travaille dur comme fer, afin de pouvoir aussi laisser un avantage considérable à mes enfants. Oui. Je ne suis pas là pour en train de dire non. Pourquoi mes parents n'ont pas fait? Pourquoi mon grand-père n'a pas fait? Non. Le grand-père peut-être n'avait pas compris le système. Le papa n'avait pas peut-être compris le système. Mais à toi de comprendre comment le système fonctionne aujourd'hui et de faire autrement. De faire autrement. De commencer à bâtir, c'est-à-dire que ton patrimoine, afin de pouvoir laisser aujourd'hui un héritage aux enfants de tes enfants. Et oui, si, est-ce que c'est possible? Oui, c'est possible. C'est possible. Si tu partages, c'est-à-dire que tout ce que je viens de détailler là, c'est une question d'idéologie. La vie fonctionne par rapport à l'idéologie. Il y a une idéologie qui est là, qui est dominante. Alors si on est là à suivre comme des moutons, ben, il ne faut pas qu'on se plaigne. Mais si tu dis que tu ne vas pas faire comme tout le monde, ben, il va falloir que tu fasses autrement. Si tu veux faire partie des 2%, des 3%, il va falloir que tu fasses autrement. Et faire autrement, c'est comme je suis en train de te partager, c'est ce que je te partage là. Donc je continue encore à répéter, si tu veux te faire partie des 3%, regarde sous la barre de description de cette vidéo là, clique sur le lien, prends la formation qui t'intéresse. Si c'est la formation sur le palmier, la formation sur le Njansa ou sur le Bitakula ou sur le poivrier, prends cette formation-là et rejoins-moi de l'autre côté, afin de pouvoir faire partie des 3%, afin de pouvoir laisser un héritage aux enfants de tes enfants. C'est de ça qu'il s'agit. Sinon, auquel cas, tu fais le vœu de pauvreté et voilà comment on va créer des sociétés qui ne pourront pas parler fort. C'est pour ça qu'aujourd'hui, on ne peut pas parler fort. C'est pour ça qu'on a beau te dire qu'elle est là en train de se plaindre que l'Afrique est pauvre, l'Afrique n'avance pas. Oui, parce qu'en haut, il y a un système qui a fait exprès de nous laisser dans un état d'appauvrissement. Et il y a un système qui a fait exprès de laisser que sa population pauvre. On a beau pleurer que oui, c'est la faute de l'esclavage, c'est la faute du colonialisme, c'est la faute du néocolonialisme. Si tu as compris ce que je viens de te dire là, tu as compris qu'eux, ils s'en foutent. Eux, ils s'en foutent, ils n'ont rien à cirer. Ce qui leur préoccupe, c'est leurs intérêts. Comment est-ce qu'ils vont faire pour continuer à faire perpétuer leur héritage aux enfants de leurs enfants, jusqu'à ce que, c'est-à-dire que l'univers, c'est-à-dire que n'existe plus. C'est ça le système. Les inégalités font partie du progrès. Voilà la philosophie. Tu vas changer ça. Tu as beau pleurer, tu as beau crier, tu as beau te plaindre, ça ne va rien changer. Tu vas te plaindre auprès de qui? Auprès de quelqu'un qui, lui, il dit exprès que c'est parce que tu misères, c'est parce que tu galères, c'est parce que tu es pauvre que moi je suis riche. Tu penses qu'il va venir changer ça comme ça du jour au lendemain? Non, il va falloir que tu ailles chercher. Il va falloir que tu ailles prendre, que tu ailles arracher. C'est de ça qu'il s'agit, les amis. Ça vaut sur le plan individuel que sur le plan de nos différents États. C'est de ça qu'il s'agit. J'espère que tu as passé un bon moment. En tout cas, moi, j'ai passé un bon moment de partager avec toi. Comme j'ai coutume à dire, l'information, c'est la connaissance, c'est la richesse. Une fois que tu as ces informations, tu appliques tes stratégies et tu passes l'action massivement afin d'impacter ta vie et impacter la vie de tous ceux qui t'entourent. Donc, tu comprends pourquoi je dis à chaque fois, impacter ta vie et impacter la vie des personnes qui t'entourent. C'est le travail que chacun de nous devons faire si nous voulons prospérer. Et si nous voulons voir aussi nos différents pays et nous voulons voir l'Afrique prospérer. C'est ça où on crève, où on meurt pauvre. Le choix nous appartient. Le choix nous appartient toujours. La vie, c'est une question de choix et de décision. Sur ce, je te dis merci et à la prochaine vidéo.